Chapitre 2. Morgane, venez voir s'écria Hélène, ne pouvant s'arracher au spectacle qui se déroulait sous ses yeux. Levez-vous, les cavaliers se rassemblent à présent dans le pré. Dans 3 jours, ce sera la grande fête d'Arthur. D'un bond, Morgane quitta son lit et vint rejoindre la jeune fille, visiblement captivée par la fresque vivante et colorée qui commençait à s'animer au pied du château de Camelot. Pavillons et oriflammes, palefrois richement caparaçonnés, miroitement des armures, tout contribuait à donner un air de fête à la foule en mouvement s'afférant à la préparation des cérémonies de la Pentecôte, ordonnées spécialement cette année-là par le haut roi pour commémorer avec éclat la grande victoire remportée à Montbadon. « J'aperçois la bannière de mon père !» s'exclama encore Hélène. « Et voilà mon frère, Lamorac. Il est en âge maintenant de devenir chevalier, pourvu que le roi le remarque. »« A-t-il combattu à Montbadon ?» interrogea Morgane. « Non, il était trop jeune alors, mais il était tout de même présent sur le champ de bataille. »« Arthur, alors, l'acceptera sûrement parmi ses compagnons, ne serait-ce qu'en hommage vis-à-vis du roi Pélinore. »« Hélène !» appela l'une des suivantes qui s'activait dans la chambre. « Il est temps de vous rendre chez la reine pour l'aider à s'habiller. »« Elle a raison, Hélène. Moi aussi j'ai beaucoup à faire aujourd'hui, » approuva Morgane. « Je fais un brin de toilette et cours rejoindre Caille, qui, lui, a en charge la nourriture et l'hébergement de tous les invités. Décorer le château, veiller au nettoyage des plats de bronze et d'argent, à la préparation des buffets, à l'ordonnance de toutes les festivités imaginées par Guenièvre, ne nous laisseront guère le loisir de contempler aujourd'hui le ciel et les nuages. Qu'importe, nous rattraperons le temps perdu les jours qui viennent. » Kevin se présenta aux portes de Camelot le matin suivant, après s'être difficilement frayé un chemin à travers la cohue qui envahissait toutes les prairies des alentours. Morgane fut la première à l'accueillir. Elle avait fait en sorte de trouver pour lui une chambre à l'écart, où le barde pourrait reposer seul, contrairement aux autres invités du haut roi, qui devraient, tous logés à la même enseigne pendant ces quelques jours, s'entasser souvent à 2 ou 3 dans un même réduit, ou mieux encore, partager parfois à plusieurs un seul lit. Le vieux Merlin lui-même fera chambre commune avec l'évêque, lui expliqua-t-elle en riant, ne pouvant s'empêcher d'évoquer la scène. Puis, poussant la porte de l'une d'entre elles, située tout au bout d'un sombre corridor, elle poursuivit d'un ton complice. « Ici vous serez tranquille. La place est limitée, mais suffisante, je crois, pour vous, votre harpe bien-aimée, et moi-même, si vous voulez bien m'accepter. » Kevin, ayant posé à terre son instrument, avec une délicatesse extrême, attira Morgane à lui, la serra dans ses bras, prolongeant longuement le bonheur de leur retrouvaille. « J'ai de bonnes nouvelles pour votre fils, » dit-il soudain, dénouant son étreinte. « J'ai chevauché côte à côte avec lui, jusqu'à Avalon. C'est un très bel enfant, vif, intelligent, et, comme vous, fort doué pour la musique. En outre, c'est une certitude, il a le don. Il va donc recevoir l'enseignement qu'Avalon réserve à ses futurs druides. Peut-être sera-t-il barde à son tour. »« Il a vos yeux, Morgane, » acheva-t-il tendrement, en enlaçant de nouveau le corps souple et tiède de la jeune femme. Mais Morgane, craignant d'être surprise par quelque serviteur, se dégagea résolument des bras du barde et changea brusquement de conversation. « Les fêtes ne commenceront que demain, » enchaîna-t-elle. « Ce soir, cependant, les hôtes de marque sont conviés à la table du roi Arthur. Bien entendu, vous en faites partie. » Malgré son caractère intime, le repas annoncé par Morgane rassembla au crépuscule beaucoup de monde. Outre de nombreux chevaliers et seigneurs, on remarquait évidemment la reine Guenièvre et Hélène, le père et le frère de cette dernière, le vieux Merlin, Lancelot du Lac et 3 de ses demi-frères, Balan, fils de Viviane, Bohort et Lionel, tous 2 fils de Ban d'Armorique. Il y avait aussi le jeune Gareth, qui devait être sacré chevalier le lendemain, ainsi que Gauvin, qui, même en cette occasion solennelle, refusait obstinément de quitter la place de confiance qui lui était habituellement dévolue, juste derrière le siège du haut roi. Oui, Arthur est un grand roi, songea Morgane en contemplant la noble assemblée de preux, grâce auquel le royaume vivait dans l'ordre et la paix. Peut-être a-t-il des torts, mais il ne connaît ni l'orgueil ni l'arrogance,
et son œuvre est immense, aussi forte et grande que l'amitié qu'il témoigne ce soir à tous ceux qui se trouvent réunis sous son toit. « Gareth !» déclara soudain le roi d'une voix ferme et chaleureuse. « Tu vas passer cette nuit dans l'église auprès de tes armes. Demain, après la messe, celui que tu auras choisi parmi mes compagnons ici présents te fera chevalier, en reconnaissance de la fidélité et de l'amitié que tu n'as cessé de me porter depuis que tu me sers. Désires-tu que cet honneur échoie à ton frère Gauvin ?» Le jeune homme hésita. Debout au milieu du cercle des anciens, dans sa tunique blanche, avec son auréole pâle de cheveux blonds, il ressemblait davantage à un archange qu'à un futur guerrier. « Si je n'offense ni mon roi ni mon frère Gauvin, répondit enfin Gareth, ne pouvant dissimuler son embarras, j'aimerais beaucoup être fait chevalier par Lancelot. » Se refusant à laisser languir le jeune homme, le champion du roi Arthur fit un pas dans sa direction et acquiesça gravement. « Cousin, ce sera pour moi honneur et grande joie. » Puis il ajouta à l'intention de Gauvin. « C'est à toi cependant d'en donner l'autorisation. Ne tiens-tu pas ici la place de votre père ? Je m'en voudrais donc grandement d'usurper un droit qui est tien. » Le visage de Gauvin s'était soudain assombri, et Morgane, reportant son attention sur le jeune homme, vit que Gareth se mordait la lèvre jusqu'au sang. Sans doute venait-il de comprendre, un peu tard, que le haut roi avait voulu honorer Gauvin, en le désignant implicitement comme parrain du futur chevalier. « Suis-je vraiment tenu d'imposer ma présence au cours de la cérémonie ?» grommela Gauvin, puisque Lancelot a déjà donné son consentement. « Mes amis, vous me faites l'un et l'autre trop d'honneur !» s'exclama ce dernier, prenant gaiement par les épaules les deux frères. « Gareth, il est temps, tout est prêt pour ta veillée d'armes. Va maintenant, je te rejoindrai à minuit. » Muet, le visage fermé, Gauvin regarda s'éloigner son frère, sans esquisser un geste. Mais ne pouvant se contenir plus longtemps, il se retourna vers Lancelot et explosa. « Tu me fais penser à l'un de ces vieux Grecs dont ma mère me racontait l'histoire lorsque j'étais petit. Il s'appelait Achille, je crois, et n'aimait que le jeune chevalier Patrocle. Les plus belles dames de la cour le laissaient indifférent, et il était l'idole de tous les jeunes Troyens, comme toi ici. Grâce au ciel, tu n'as pas, je pense, les mêmes mœurs que les Grecs. » Gauvin prend garde. Il est certaines choses que je n'apprécie guère, même s'il s'agit de plaisanteries, coupa sèchement Lancelot. « Mais je ne plaisante pas, » enchaîna Gauvin, un sourire narquois aux lèvres. « Ton indéfectible attachement pour notre souveraine est bien connu. » Gauvin n'eut pas le temps d'achever sa phrase. Lancelot l'avait agrippé par le col, et blême lui tordait le bras en criant « Comment oses-tu ? Je t'interdis !» Manifestement, l'algarade prenait mauvaise tournure, et Caï tentait déjà de s'interposer entre les deux hommes quand le roi intervint d'un ton sans réplique. « Il suffit ! Vous êtes pires que des enfants !» gronda-t-il. « Que chacun désormais regagne ses appartements. Il se fait tard, et les jours qui viennent seront éprouvants pour nous tous. » Puis, donnant l'exemple, il se retira le premier. Tous l'ayant imité sans broncher, Morgane et Lancelot, tous deux en quête d'un peu de calme et d'air frais, se retrouvèrent fortuitement dans la cour de Camelot. « Comme j'aimerais être loin, très loin d'ici, » soupira Lancelot. « La reine ne vous laisserait pas partir ? Je vous en prie, Morgane, pas vous. Qu'on laisse la reine en paix. » Lancelot, vos problèmes de conscience ne me regardent pas. D'ailleurs, Arthur lui-même ne vous a fait aucun grief. Ce n'est donc pas à moi de vous jeter la pierre. Morgane, je vous en prie. Ah, si vous saviez. Un tel désespoir perçait sous sa voix que Morgane en fut toute remuée. Faire en sorte qu'il ait envie de moi à nouveau en cet instant ne serait pas très difficile, pensa-t-elle, non sans un pincement au cœur. Une fois déjà, comme ils avaient été tout près tous les deux de se rejoindre. Oui, il l'avait désirée, puis crainte, et enfin détestée sans doute. Que restait-il de tout cela, sinon un goût amer de cendre et de poussière ? Guenièvre a été livré à Arthur comme un cadeau acheté à la foire, continua Lancelot d'une voix sourde. Un simple objet venant s'ajouter à quelques destriers de prix grâce auxquels son père espérait faire alliance avec le haut roi. Pauvre, douce reine, elle est bien trop honnête et noble pour se plaindre. Loin de moi toute mauvaise pensée, Lancelot.
Ces accusations tombent de votre bouche, non de la mienne. Un jour, il y a longtemps, vous m'avez maudit, reprit-il, en haussant un peu la voix. Eh bien oui, je le crois, je suis maudit. Tout à l'heure, j'ai cru que j'allais tuer Gauvin. Caille est intervenu juste à temps. Quand j'étais tout jeune, c'est vrai, j'étais très beau. Peut-être plus encore que Gareth, et à la cour de Ban de Benoïc, les garçons trop aimables couraient de grands dangers. Très tôt, j'ai dû me défendre tout seul. Tout le monde se moquait de moi, je n'osais plus lever les yeux sur personne. Dès lors, peut-être, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai eu beau tenter de nombreuses expériences avec des femmes, avec vous aussi, qui étiez consacrés à la déesse, mais en vain. Jusqu'au jour où je l'ai vue, elle pour la première fois. Depuis, aucune femme au monde n'existe plus pour moi. Avec elle, je me sens... Je suis enfin un homme, totalement. Lancelot, cette femme est la femme d'Arthur, murmura Morgane, remarquant que tous deux évitaient soigneusement de prononcer le nom de Guenièvre. Imaginez-vous, seulement un instant, les tourments que j'endure, chuchota à son tour Lancelot, en se tordant les mains. Oui, Arthur est mon ami. Ah, si elle était la femme d'un autre, de n'importe quel autre, il y a longtemps que nous serions loin, sous d'autres cieux, de l'autre côté de la mer, dans mon pays. Mais jamais je ne trahirai mon roi. Oh mon Dieu, je les aime tant, je les révère tant, tous les deux. Morgane, c'est affreux, le malheur m'a frappé au cœur. Une telle souffrance, un tel déchirement se lisait dans ses yeux, que Morgane, d'un élan, voulut l'apaiser. Elle posa doucement sa main sur son épaule. « Non, ne me touchez pas, laissez-moi » gémit-il en reculant d'un pas. « Et pourtant, il faut que je parle, ou je vais en mourir. Savez-vous seulement dans quelles circonstances j'ai pour la première fois partagé sa couche ? C'était à l'époque des feux de Beltane. Arthur lui a dit « Il faut absolument donner un héritier au royaume. » Oui, c'est lui, je vous le jure, lui-même qui l'a poussé dans mes bras, avoua-t-il. Morgane n'écoutait plus. Une sueur froide glaçait son dos au souvenir du charme qu'elle avait donné à Guenièvre. Ainsi, son charme avait opéré. « Et vous ne savez pas tout, » poursuivit Lancelot d'une voix à peine audible. « Nous sommes restés allongés ensemble, allongés côte à côte, tous les trois dans le même lit. Mon corps, alors, a frôlé celui d'Arthur. » Lancelot ne put terminer sa phrase. Terrassé par l'émotion, la tête dans les mains, il s'était effondré et pleurait dans la nuit comme un enfant. « Lancelot, Lancelot, ce n'est pas à moi qu'il faut raconter tout cela, » reprit doucement Morgane. « Il y a Merlin, ou si vous préférez, l'évêque Patricius. »« Que voulez-vous qu'un prêtre comprenne à ces choses ?» balbutia Lancelot d'une voix étranglée, les yeux levés vers les étoiles, comme s'il voulait prendre l'univers à témoin de son infortune. Les prêtres connaissent et absolvent les désirs, les obsessions banales et pitoyables des hommes. Mais jamais, jamais ils n'ont imaginé ni entendu une confession plus indigne, plus abjecte que celle qui me hante. Je suis damné, je suis maudit. Une nouvelle fois, sa voix se brisa. Morgane, impuissante devant un tel désespoir, sentit malgré elle monter à ses lèvres des paroles apprises longtemps auparavant, à Avalon. Seule la déesse connaît le fond des cœurs, Lancelot. Seule elle pourra vous apporter le réconfort. La déesse elle-même ne saurait accepter une telle infamie. C'est pourquoi il m'arrive parfois d'avoir envie de me jeter aux pieds du Christ. Les prêtres prétendent qu'il pardonne tout péché, et qu'il a même pardonné à ceux qui l'ont crucifié. Morgane, je suis perdue. Mon seul espoir maintenant est de trouver la mort au combat, ou d'aller me précipiter dans la gueule du dragon. Pour moi, le bien, le mal, le péché n'ont plus aucune signification. La vérité, la seule et unique grande vérité ici-bas est celle-ci. Nous naissons et nous mourons comme ce misérable brin d'herbe qui pousse là, pour rien, entre ces pavés. Il y eut un long silence, que rompit seulement le ululement nostalgique d'une chouette. Puis, d'une voix redevenue plus ferme, Lancelot dit en secouant les épaules, comme s'il voulait se débarrasser d'un trop pesant fardeau. « Allons, je vais maintenant rejoindre Gareth dans l'église pour sa veillée d'armes. Il m'attend, je le lui ai promis. Lui au moins, même en toute innocence. »
Oui, Lancelot, allez-y. Je prierai pour vous. Vous prierez ? Quel dieu prierez-vous, Morgane ? Ricana-t-il, avec un sourire qui lui fit mal. Mais Morgane ne put répondre. Lui tournant brusquement le dos, Lancelot se perdit dans la pénombre. Morgane resta seule, plus atteinte par les aveux désespérés de Lancelot qu'elle ne l'aurait imaginé. Non loin d'elle, les flammes tremblotantes des cierges de la chapelle où Gareth veillait et se souvenait, piquetaient la nuit de minuscules langues de feu. Une nuit semblable à celle où elle aussi était restée éveillée avant d'être conduite sur les voies mystérieuses de l'initiation. C'est alors qu'un brusque et léger tourbillon sembla faire vibrer l'air et l'envelopper. Puis, presque aussitôt, Viviane fut devant elle, à quelques pas dans le clair de lune. Elle semblait plus âgée, plus menue, plus émaciée que jamais, et son visage amaigri paraissait rétréci. Seuls ses yeux brillaient d'une lueur intense, comme des charbons ardents. Ses cheveux étaient presque tous blancs, mais la même tendresse, la même indicible tristesse se lisait dans son regard épuisé. Morgane voulut parler. « Mère, dit-elle plaintivement. Mais elle ne poursuivit pas, car Viviane avait déjà disparu. Ainsi, ce qu'elle avait pris pour une présence n'avait été qu'un signe, qu'un message muet, qu'un avertissement, rien de plus. Pourquoi est-elle venue ? Que veut-elle ? S'interrogea douloureusement Morgane, percevant encore le froissement furtif de la longue robe de la prêtresse dans le vent de la nuit. Puis, soudain, elle ressentit une brûlure sur son front, à l'endroit exact où se dessinait la forme familière du petit croissant bleu, signe indélébile de sa consécration à la grande déesse. Elle allait se laisser tomber à genoux lorsqu'un soldat qui faisait une ronde, une torche à la main, brisa son élan. S'esquivant sans tarder, elle regagna tout droit la chambre qu'elle partageait avec les suivantes de Guenièvre. Ce soir, elle n'irait pas rejoindre Kévin. Généreux et compréhensif, il ne lui en tiendrait pas rigueur. Elle avait besoin d'être seule, de se reprendre, de réfléchir au sens de la vision qu'elle venait d'avoir. Quel message Viviane avait-elle voulu lui transmettre ? Avait-elle besoin d'elle à Avalon ? Et Lancelot, qu'allait-il lui advenir ? Comme lui, n'allait-elle pas aussi presque insensiblement sombrer dans la folie ? Le lendemain, à la lueur du jour naissant, tous les environs de Camelot disparaissaient sous une véritable marée humaine au-dessus de laquelle ondulaient, telles de grandes ailes d'oiseaux multicolores, les bannières des seigneurs et des rois conviés aux fêtes de la Pentecôte. Guenièvre, levée très tôt, s'était déjà confiée aux mains expertes de Morgane, qui, en cette occasion, lui avait promis de réaliser la savante coiffure qu'elle-même se réservait les jours d'apparat. Debout derrière sa belle-sœur, elle s'appliquait donc à répartir en 4 tresses égales les longs cheveux soyeux, tout en jetant autour d'elle de rapides coups d'œil. Cette chambre, ce lit, autour duquel s'affairaient aux mêmes instants des servantes. Guenièvre l'avait-elle vraiment partagée avec Arthur et Lancelot ? De troublantes images lui revinrent en pensée, des souvenirs du pays des fées, qu'elle avait cru à jamais enfouis en elle, des images d'une aube, très lointaine, sur l'île du Dragon, où un jeune homme, beau, Arthur, son frère, l'avait prise dans ses bras, comme une femme et non comme une sœur. Elle pensa aussi à Lancelot, auquel elle s'était offerte une nuit tiède et étoilée, et qui l'avait laissée, pantelante de désir, les nerfs à vif et le cœur en déroute, allongée toute seule dans l'herbe humide. « Aïe, vous me faites mal !» se plaignit soudain Guenièvre. « Oh, je suis désolée !» s'excusa Morgane, qui, tout à son trouble intérieur, avait un peu distraitement tiré sur le peigne. Adoucissant son geste, elle reprit donc lentement une mèche, et malgré elle, retourna à son voyage dans le passé, là où elle l'avait quitté. Elle n'était qu'une enfant alors, Lancelot et Arthur aussi. Mais maintenant le temps avait passé, et ils étaient des hommes. Leurs caresses étaient des caresses d'hommes. Quel pouvait être le sentiment de Guenièvre à cet égard ? Non, bien sûr, elle ne pouvait le lui demander. Aussi est-ce d'une voix neutre qu'elle s'adressa calmement à la reine. « Pouvez-vous me passer cette dernière épingle d'argent ? Merci. » Voilà, c'est terminé. Vous êtes ravissante.
Guenièvre vérifia le patient travail de Morgane dans un miroir de bronze, finement ouvragé, et complimenta sa belle-sœur, avec un lumineux sourire. « C'est merveilleux. Je vous suis infiniment reconnaissante de vous être donné tant de mal pour moi. » Guenièvre, il est vrai, était resplendissante, et Morgane eut presque envie de s'approcher d'elle plus près encore, pour demander à ce corps, si jeune lui semblait-il, de lui communiquer une parcelle de sa beauté, de sa vigueur, mouvement instinctif et pervers, dû peut-être à la surprenante et troublante confession de Lancelot. Enfin prête, sûre d'elle-même, rayonnante, Guenièvre gagna à pas compter la grande salle de Camelot, où la foule des vassaux et des barons d'Arthur n'avait cessé d'aller et de venir depuis le lever du soleil. « Voilà le roi Urien des Galles du Nord », souffla-t-elle à l'oreille de Morgane, qui marchait à ses côtés. « N'aimeriez-vous pas être reine de ce pays, Morgane ? Je me suis laissé dire qu'Urien envisagerait de prendre femme et d'en parler à Arthur. »« S'il s'intéressait à moi, » rétorqua en souriant Morgane, « son fils Avaloc n'aurait rien à craindre pour sa succession au trône. Il est vrai, peut-être est-il un peu tard pour vous d'avoir un premier enfant, » commenta Guenièvre, qui ignorait tout de l'existence de Gouydillon. Obsédée par son propre cas, la reine poursuivit. « Pour ma part, en revanche, j'ai encore quelque espoir de donner un héritier à mon seigneur et roi. » Il faudrait révéler à Arthur l'existence de son fils, pensa Morgane. Il se croit responsable de la stérilité de Guenièvre. Pour lui rendre la paix, il faudrait qu'il sache qu'il a déjà engendré. Mais comment faire pour rendre la nouvelle publique sans que personne vienne à soupçonner qu'il s'agit du fils de sa propre sœur ? « Écoutez, les trompes dans la cour !» cria Hélène tout excitée. « Vite, dépêchons-nous, la messe va bientôt commencer. » Dans l'église, une foule recueillie se pressait en effet autour de Gareth, tout de blanc vêtu, derrière lequel, grave et majestueux, se tenait agenouillé Lancelot, une longue cape cramoisie drapée sur les épaules. Le maître et l'élève, songea Morgane, le clair et le ténébreux, le joyeux et le torturé. Puis elle prêta l'oreille à l'évangile de Pentecôte que le prêtre commençait à lire. Soudain elle sursauta. Ces langues de feu dont il parlait, qui s'étaient posées une à une sur les chrétiens assemblés, n'était-ce pas là la manifestation évidente du don qu'ils n'avaient pas reconnu ? Ou plutôt, qu'ils ne s'étaient pas souciés de reconnaître, persuadés qu'ils étaient que leur Dieu était plus grand que tous les autres ? Or, ces facultés de vision et de prophétie n'avaient été en réalité rien que de très ordinaires, et il était bien inutile d'avoir eu recours à des miracles dans le seul but d'intimider les foules. Les druides, eux, faisaient le bien autour d'eux, mais en toute discrétion, et lorsqu'ils utilisaient leur pouvoir magique, ce n'était jamais de façon ostentatoire. Mais l'office prenait fin, et chacun se dirigea vers la sortie, pour assister à la courte cérémonie, au cours de laquelle Lancelot allait faire Gareth chevalier. Morgane les rejoignit à l'instant précis où le champion d'Arthur frappait d'un léger coup de son épée l'épaule du jeune homme agenouillé devant lui. « Lève-toi maintenant, Gareth !» lui dit-il d'une voix forte. « Désormais tu es compagnon d'Arthur. Tu es aussi notre frère, à nous tous, chevaliers rassemblés ici. Prends dorénavant la part qui te revient dans la mission qui est la nôtre. Défends notre roi et la Grande-Bretagne. Combat le mal et porte assistance à ceux qui auront besoin d'aide et de protection. » La voix puissante, musicale de Lancelot résonnait haut sur les têtes inclinées et les visages recueillis, conscients de l'importance du moment. Morgane alors ne put s'empêcher de se remémorer le jour lointain où Arthur avait lui-même reçu Excalibur des mains de la Dame du Lac. N'avait-il pas en définitive institué cette cérémonie pour que ses compagnons gardent eux aussi à jamais, au fond de leur cœur, le souvenir de leur serment ? C'est à ce moment que se produisit le premier incident de la journée. Alors que Morgane remettait à Gareth le cadeau qui lui était destiné, une ceinture d'un cuir très fin permettant d'accrocher une épée et un poignard, elle se pencha vers lui en le félicitant avec aménité. « Comme tu as changé, Gareth, te voilà un homme maintenant. Ta mère ne te reconnaîtrait pas. »« Mais nous grandissons tous, » répondit le jeune homme. « Et je suis sûr, quant à moi, que vous-même ne reconnaîtriez pas votre propre fils, » ajouta-t-il avec un sourire ambigu. À ces mots, Guenièvre manifesta sa stupéfaction. « Votre fils ?
Comment, Morgane, je ne comprends pas. Oui, Guenièvre, je ne vous en ai jamais parlé, car vous êtes chrétienne, et je suis respectueuse de vos convictions religieuses. Mais c'est vrai, j'ai donné un fils à la déesse. Il a été engendré au cours d'une cérémonie rituelle, pendant les feux de Beltane. Il a été élevé à la cour de Lot, et je ne l'ai jamais revu depuis son sevrage. Voilà, vous connaissez maintenant mon secret. Comptez-vous en ébruiter la nouvelle autour de vous? Non, murmura Guenièvre, devenue affreusement pâle. Ne craignez rien, je n'en soufflerai mot à Arthur. Il en aurait peut-être trop grande peine. Ces derniers mots se perdirent dans les sonneries de trompettes, annonçant l'entrée en lice des deux principaux adversaires qui devaient s'affronter au cours du premier tournoi. Lancelot, champion du roi, et Urien des Galles du Nord, dont le nom venait d'être tiré au hasard. Urien n'était plus très jeune, mais paraissait encore solide et bien musclé. Il était accompagné de son second fils, Apollon, qui laissa deviner, en retirant son gant, un poignet vigoureux, autour duquel s'enroulaient de longs serpents bleus, détail qui n'échappa pas à Morgane et lui révéla que le jeune homme était un initié de l'île du Dragon. Hormis Lancelot peut-être, Apollon était en tout cas le plus bel homme de ce champ clos, où virevoltaient avec impatience monture et cavalier. Élancé, vif, évoluant avec rapidité et décision, habile au maniement des armes, le moindre de ses mouvements traduisait l'aisance naturelle d'un soldat aguerri depuis longtemps à tous les exercices du corps. Pourquoi donc Guenièvre avait-elle évoqué une possible union avec le père? Si Arthur voulait vraiment la marier un jour, ne serait-il pas préférable, et de loin, d'épouser le fils? Les langues allaient bon train autour de Morgane. Certains rappelaient avec excitation le souvenir de hauts faits d'armes ou de prouesses équestres dont ils avaient été jadis témoins. D'autres, ne jetant qu'un œil distrait au spectacle qui se préparait à l'intérieur des lices, jouaient avec ardeur aux dés. Seules les dames qui avaient parié, qui un ruban de sa manche, qui une épingle à cheveux, qui une pièce de monnaie, ne quittaient pas des yeux le mari, le frère ou l'amant, prêts à se distinguer. « À quoi bon tous ces paris ?» s'exclama l'une d'entre elles. « Comme d'habitude, Lancelot va gagner tous les jeux. Tout est réglé d'avance. »« Mettriez-vous en doute son honnêteté ?» questionna Hélène sur la défensive. « Aucunement, mamie. Mais ne pensez-vous pas qu'il pourrait bien, une fois au moins, laisser un autre remporter le prix en s'abstenant de participer aux joutes ?»« Rassurez-vous, » s'exclama gaiement Morgane. « Je l'ai vu déjà mordre la poussière où l'avait jeté Gareth, et je gage pour ma part un ruban de soie qu'aujourd'hui ce sera Apollon qui gagnera le prix. Vous m'annoncerez tout à l'heure la nouvelle, car je vais pour l'instant vérifier que tout est en ordre pour le banquet. » Laissant là son auditoire se livrer avec animation aux spéculations les plus folles, Morgane se dirigea vers les grandes portes de Camelot, ouvertes ce jour-là à tout venant et à peine gardées par quelques hommes d'armes et sergents. Elle s'apprêtait à en franchir le seuil, lorsque, mue par quelque mystérieux pressentiment, elle se retourna brusquement et fixa sur la route une zone d'ombre sous les arbres que deux cavaliers franchissaient en direction de la forteresse. Oui, c'était bien elle. C'était Viviane qui approchait. Viviane qu'elle avait à la fois une folle envie de fuir et d'embrasser. La dame du lac qu'elle n'avait pas vue depuis tant d'années. Quelques minutes plus tard, en effet, Viviane était là, emmitouflée de voile sombre, les mains amaigries, tendues vers Morgane, dans un geste d'indicible tendresse. « Morgane, mon enfant chéri, vous enfin. Non, ne vous agenouillez pas devant moi. Comme vous m'avez manqué, ma douce enfant, si vous saviez les tourments que j'ai endurés pour vous, comme j'avais soif de revoir votre visage. Je suis si vieille maintenant, et le don me quitte. » Jamais la voix de Viviane n'avait été plus enveloppante, et à voir l'effusion de leurs retrouvailles, on aurait dit deux amis inséparables, dont l'affection n'avait été altérée par aucune querelle. Un flot de tendresse submergea alors Morgane, qui étreignit la main ridée de sa tante, dans un élan de tout son être. « Toute la cour assiste au tournoi, » expliqua-t-elle rapidement. « Gareth, le plus jeune fils de Morgause, a été fait chevalier et compagnon d'Arthur ce matin. Personne ne s'attend à votre visite. Mais moi je savais que vous viendriez, » ajouta-t-elle avec ferveur, se remémorant l'avertissement de la nuit précédente. « Dites-moi, pourquoi êtes-vous venu à Camelot justement aujourd'hui ?
Vous connaissez la trahison d'Arthur à l'égard d'Avalon, répondit Viviane d'une voix grave. Kevin a tenté de le raisonner de ma part. Je viens donc en personne demander réparation au haut roi. Tous les souverains du royaume ont, à cause de lui, abandonné l'ancien culte. Les bosquets sacrés ont été saccagés, jusque sur les terres où règne Guenièvre, pas droit d'héritage, et Arthur ne fait rien, ne dit rien. Mais quittons ces lieux où l'on peut nous entendre, et menez-moi dans quelque endroit où nous pourrons parler seul à seul. Je suis très lasse, et aimerais aussi me reposer un peu, avant d'intervenir en public. Morgane entraîna donc Viviane dans sa propre chambre, désertée par les suivantes de Guenièvre, et là, tandis que la vieille prêtresse troquait ses habits de voyage, maculés de boue et de poussière, contre une robe digne de sa démarche et des festivités en cours, elle apprit le destin réservé à son fils par les sages de l'île sacrée. Oui, Morgane, j'ai vu votre fils en Lothian. Je sais, Kevin me l'avait dit. Ferez-vous de lui un druide? Il est encore trop tôt pour sonder vraiment sa force d'âme. Je crains qu'il ne soit resté trop longtemps aux côtés de Morgause. Quoi qu'il en soit, il sera élevé à Avalon, dans la foi et la fidélité envers les anciens dieux. Ainsi, dans le cas où Arthur continuerait de faillir à son serment, nous pourrons lui faire savoir qu'il a un fils, prêt à monter sur le trône de Grande-Bretagne à sa place. Nous ne voulons pas d'un roi apostat. Nous ne voulons pas non plus d'un tyran qui impose à notre peuple un Dieu tout juste bon pour des esclaves, un Dieu obsédé par la honte et le péché. Nous avons placé Arthur sur le trône d'Uther, nous pourrons aussi bien l'en faire descendre. Mais c'est un crève-cœur. Arthur est un bon roi, et je ne me résoudrai à cette solution qu'à toute extrémité. S'il le faut cependant, je mettrai mes menaces à exécution. La déesse me l'a ordonné. Morgane frissonna. Ainsi son propre fils deviendrait-il l'instrument de la chute de son père, peut-être même de sa mort. Je ne peux croire que mon frère ait vraiment l'intention de trahir Avalon, hasarda-t-elle timidement. Puisse la déesse l'en préserver, murmura Viviane sans grande conviction. Quoi qu'il en soit, ajouta-t-elle en élevant la voix, nous devons ménager une place proche du trône pour Gouydillon, afin qu'il puisse un jour se présenter comme l'héritier de son père, et qu'alors règne à nouveau pour nous un souverain, authentique descendant de la lignée royale d'Avalon. Pour les chrétiens, Morgane, votre fils est celui du péché, et ils se refuseront toujours à l'accepter. Mais pour la déesse, il appartient à la race divine, puisque le sang sacré coule dans les veines de son père et de sa mère. Gouydillon, quoi qu'il arrive, ne doit en aucun cas se laisser ébranler par les prêtres qui tenteront de lui démontrer la honte de sa naissance. Tout cela est d'ailleurs un peu ma faute. Jamais je n'aurais dû vous laisser cette année à la cour d'Uther. Vous étiez née prêtresse, et vous l'êtes encore, Morgane. Dites-moi maintenant, pourquoi n'êtes-vous jamais revenue à Avalon? Viviane, qui s'apprêtait à arranger sa coiffure, suspendit son geste pour regarder Morgane avec une telle expression de douleur que celle-ci en eut les larmes aux yeux. « J'ai vraiment tout essayé, balbutia-t-elle, la voix étranglée. Mais j'ai été incapable d'en retrouver le chemin. » Prête à défaillir à ce cruel souvenir, elle s'effondra en sanglotant dans les bras que Viviane venait de lui ouvrir. Puis, sentant la paix doucement l'envahir, après tant d'années de remords, elle resta blottie au creux de l'épaule de la vieille prêtresse, qui s'était mise à la bercer comme un enfant. « Ne pleurez plus, dit enfin la dame du lac. Il faut oublier le passé. Je vais vous ramener là-bas. Nous partirons toutes les deux dès que j'aurai accompli ma mission auprès d'Arthur, avant qu'il ne mette à l'exécution quelque projet insensé de mariage entre vous et l'un de ces rois chrétiens qui l'affectionnent tant. Oui, nous regagnerons Avalon ensemble, et cette fois, nous y resterons pour toujours. Mais Morgane, que faites-vous là? Je vous aide à natter vos cheveux, ma tante, comme je me suis occupée de la coiffure de la reine ce matin. Comment? Une prêtresse d'Avalon comme vous, princesse de sang royal, a-t-elle donc accepté de jouer les servantes auprès de Guenièvre? La voix vibrante d'une colère mal contenue, Viviane poursuivit l'air farouche. Je veux qu'on vous honore, Morgane. Je veux qu'Arthur et la fille de Léo des Grands, elle aussi, vous respectent en tant que mère du fils du haut roi. Non, supplia cette dernière. Non, je vous en prie, surtout pas. Arthur ne doit pas savoir. Tout le pays est maintenant chrétien. La cour entière me montrerait du doigt. Non, personne ne doit savoir. Ainsi nierez-vous donc votre rôle sacré? Explosa la prêtresse. Non,
Mais vous ne pourrez rétablir aussi facilement les anciennes lois d'Avalon, et vous n'entraverez pas l'action des prêtres. Si vous tentiez de le faire, ils vous traiteraient de folle, de diablesse insensée, et vous chasseraient comme telle. Peut-être avez-vous raison, répliqua Viviane ébranlée. Je me contenterai donc pour l'instant de rappeler à Arthur sa promesse formelle de protéger Avalon. Plus tard, je lui parlerai en secret de l'enfant. Morgane, ajouta-t-elle, promettez-moi seulement de revenir avec moi à Avalon. Il y avait soudain une telle détresse dans la voix de la vieille femme que Morgane, émue, répondit un peu trop vite. Oui, je vous le jure, si Arthur m'en donne l'autorisation. Mais vous êtes prêtresse, Morgane, et vous n'avez aucun compte à rendre au roi. Quant à lui, s'il a su se montrer un grand chef de guerre, il n'est pas pour autant maître des vies et des âmes de ses sujets. Je lui dirai moi-même que j'ai besoin de vous là-bas, et nous verrons bien quelle sera sa réponse.